Search Dexing, bonne ou mauvaise idée SEO, c'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Alors avant toute chose, je vais te présenter le contexte pour que tu comprennes un petit peu mieux. Un ancien client en fait m'a contacté pour me demander mon avis sur un projet donc de Search Dexing qu'il veut mettre en place. Donc en gros ce client c'est la thématique santé. Je l'ai accompagné pendant 1 an et demi. Je l'ai aidé à passer grosso modo pour donner une idée au niveau du trafic à Ahrefs de 170 000 à 1,3 million en termes de trafic. Sachant que ça c'est le trafic à Ahrefs en réel, donc par exemple sur Analytics c'est bien plus parce que voilà, Ahrefs, pas la data absolue, c'est pas pertinent en termes de volume de trafic. Ça donne une idée approximative. Voilà, la meilleure data, ça reste Google à ce niveau-là. Mais au moins, tu as une échelle de ratio. Pour que tu aies un ordre d'idée, tu vois, je l'ai aidé à passer, grosso modo, sur un ratio de 10, quoi. Voilà, 170K, 1 million, 1,3 million, voilà. Donc, quand j'ai accompagné ce client, on a repris, bien sûr, toutes les bases. Ça a été un chantier global, ça a été un accompagnement global à tout niveau, optimisation technique, compatibilité mobile, parce que le site était complètement éclaté. Il n'était pas du tout bon au niveau mobile. Je l'ai aidé à passer en responsive. Responsive design, c'est la base, c'est le plus simple, pas prise de tête. Surtout qu'il y a eu un gros chantier au niveau de la web perf et donc bien sûr le site a fait l'objet d'une refonte et tant qu'à faire voilà, ça a été l'occasion qui a fait je sais plus comment on dit, le daron, bref on s'en fout. Donc du coup ensuite surtout là où il y a eu un gros travail, c'est au niveau de la stratégie de contenu, de maillage interne, stratégie netlinking donc en off-site global. Pourquoi? Parce que la stratégie était bancale au niveau du contenu et du maillage interne. Quand tu as un site e-commerce, donc tu as plusieurs typologies de pages, tu as les catégories bien sûr, tu as les fiches produits et on va dire les contenus d'ordre informationnel comme les articles de blog, etc. en fonction des différentes intentions de recherche. L'erreur courante quand tu n'as pas les compétences nécessaires en référencement, c'est que tu bricoles un petit peu comme ça dans ton coin, tu fais des choses qui sont correctes, tu fais ce que tu peux à ton niveau. Et là, c'est ce qu'il avait fait de son côté, c'était très, très correct. Mais après, voilà, il y avait plusieurs problématiques. Il y a une problématique, un effet yo-yo. L'effet yo-yo s'expliquait par rapport à la stratégie bancale en maillage interne et en termes de contenu. Il n'y avait pas les bonnes typologies de pages. Par exemple, les fiches produits ne ciblaient pas les bons mots-clés, comme les articles de blog, les catégories, etc. Il y a en fonction des types de pages, elles ont comment dire, dans e-commerce, un type de page va être fait naturellement pour cibler un type de mots-clés, d'accord? En fonction si ton mot-clé est concurrentiel ou non, et beaucoup recherché ou non. Dans un site e-commerce, chaque type de page, que ce soit des catégories, des fiches produits ou des articles de blog, chaque type de page répond à une intention différente et est fait pour cibler un mot-clé différent, pour cibler un type de mot-clé. Si tu as un mot-clé qui est concurrentiel, qui est frontal, qui est beaucoup recherché, il y a telle typologie de page qui va être plus adaptée qu'une autre, ok? Par exemple, les fiches produits ne sont pas du tout faits et adaptés à la base pour cibler des mots-clés frontaux. Les catégories, c'est particulier, c'est l'entre-deux. Et après, tu as les articles de blog, les contenus vraiment d'ordre informationnel qui sont faits justement pour cibler les gros mots-clés. Par rapport à ça, tu as une stratégie de contenu, donc de silo, le fameux silo sémantique que j'explique dans l'académie. Et par rapport à ça, ce qui est directement lié, c'est également la stratégie de maillage interne. Souvent, sur un e-commerce, sur les sites e-commerce, c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. C'est des grosses problématiques de duplication de contenu massive. Vu qu'il y a des volumétries de pages importantes, des stratégies de maillage interne bancales, ce qui était le cas ici, et forcément ce qui est lié, si déjà en on-site c'est pas bon, la stratégie également de netlinking. Donc si ta stratégie est pas bonne de A à Z, tu vas perdre énormément de temps et d'argent, c'est toujours pareil, le cas classique, ok? Donc là on a revu toutes les bases, je l'ai accompagné sur 1 an et demi, le budget moyen ça a été pour donner une idée de 10K par mois, donc 10 000 euros par mois. Donc là le 10K c'est pas du CA, c'est de l'investissement. CA c'est bien plus important pour que ça donne une idée, ok? Donc on a commencé par éliminer tous les facteurs bloquants, donc notamment les soucis de pénalité, parce que quand il est revenu vers moi, il avait des soucis donc au niveau de différentes pénalités. Il y avait le balisage structuré, il y avait une pénalité relative au balisage structuré, parce que là encore, il n'avait pas appliqué le bon balisage, ce qui est une erreur courante justement quand tu n'es pas spécialisé dessus, parce que le balisage c'est vraiment très très complexe et très spécifique. Donc là on l'a résolu ensemble. Il y avait une problématique également il s'était pris un filtre, le fameux filtre Panda qui touche beaucoup les sites e-commerce suite justement à une duplication de contenu massive et ce que j'appellerais un P foireux. Il y a eu une fausse bonne idée, une technique qu'il a voulu mettre en place. Il croyait bien faire, il a voulu mettre en place des milliers, voire des dizaines de milliers de pages. Je ne vais pas révéler bien sûr les mots-clés, en croyant qu'en augmentant sa volumétrie de pages, justement, il allait pouvoir augmenter sa note de qualité sur Google, augmenter son trafic et donc tout simplement son référencement et à la fin avoir plus de pépettes. Sauf qu'augmenter le nombre de pages, ça suffit pas à bien ranker et au final ça s'est avéré contre-productif et en gros je lui ai dit de virer toutes ces pages. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te présenter le contexte et notamment le filtre Panda parce que je vais en venir à la problématique du search listing. Donc ça voilà, c'est les pénalités
pénalités qui s'étaient pris par le passé avant de venir me voir. Pour que tu aies une idée à peu près de l'état des lieux actuel, donc là ici voici un tour d'horizon, on va dire une capture d'écran que j'ai pris sur Href. Donc le début du suivi se situe ici grosso modo, donc c'était en novembre 2019. Au niveau des domaines référents, des liens entrants, il était à 580 et là à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, donc en janvier 2023, il est à 3600 domaines référents. Donc bien sûr ça a beaucoup augmenté, tu vois la courbe qui... Et ça c'est au niveau, le plus intéressant, au niveau du trafic organique, la captation de trafic organique. Quand il est venu me voir, il était à 170K, donc 170 000 sur Href, et là au jour d'aujourd'hui il est à 1,3 million, donc on est sur un ratio de 10, ok, sachant que c'est des mots-clés, pas des mots-clés à la con comme convertisseur YouTube ou compagnie. Là, c'est vraiment, chaque mot-clé est concurrentiel et surtout très rentable. Donc, juste petit aparté pour finir là-dessus, au niveau du contexte. Là, si tu regardes bien dans l'évolution du trafic, tu vois qu'il y a une hausse vertigineuse. Alors maintenant, vu forcément tout est relatif, vu que maintenant c'est en termes de millions, ça paraît plus beaucoup. Mais à l'époque, c'était énorme. Il avait passé un cap, forcément, parce que la stratégie qu'il avait mis en place, elle était agressive. Donc forcément, pouf, il y a une hausse vertigineuse. Du coup, le pauvre, il a eu peur. Il n'a pas su absorber justement le flot de commandes à ce niveau-là. Donc il a fallu, alors je sais que ça peut paraître fou, il a fallu freiner le ranking justement pour qu'il puisse suivre au niveau des commandes. Donc ensuite, tu vois ici, il y a une rectification parce qu'il a fallu également reprendre toutes les bases pour colmater, compenser, pallier cet effet yo-yo qu'il y avait dû à la stratégie bancale à tout niveau, optimisation technique, mais surtout le maillage interne, la stratégie de contenu. Il a fallu définir vraiment une stratégie, c'est pour ça que je le répète, le plus important en référencement, c'est la stratégie. T'as beau avoir les techniques, tout ce que tu veux, c'est la stratégie. Si t'as pas la bonne stratégie, t'auras pas les bons résultats. Donc ici, paf, il y a une certaine linéarité. Et après, pouf, une fois que le chantier a été mis en place, donc là, je sais pas, on doit être sur une période grosso modo de 6 mois, entre la refonte, tout le travail qui a été fait, il a fallu tout repéter. Et après, poum, tu vois, évolution progressive, paf. Il y a une première mise en bouche, tac, on fait tout ce qu'il faut, on colmate et poum, voilà, ok. Donc maintenant, tout va bien dans le meilleur des mondes, on va dire. Donc là, il revient vers moi. Bonjour Sébastien, j'espère que vous allez bien, je vous envoie cet email, ok, je suis en train de créer le landing page, à la façon d'une search indexing. Ok, pof. En plus de reprendre ce que les internautes ont recherché sur la barre de recherche, pour tout le mot fort volume, j'applique toujours votre conseil de longueur de contenu. J'ai aussi vu sur plusieurs articles de blog, l'ajout de contenu pour réaliser une stratégie search indexing ne faisait pas forcément performer les pages. D'ailleurs, tous les gros sites comme ManoMano ou Rakuten qui ont une search index ne font pas de contenu sur ces pages. Donc là, déjà, première chose, warning, attention. Ok, ça je vais t'expliquer plus bas. Mes réponses que je lui ai répondu. Là, ce paragraphe, il y a plusieurs warnings. Le premier gros warning, déjà, ton site e-commerce, c'est pas ManoMano, c'est pas Rakuten, c'est pas Cdiscount et c'est pas Amazon, d'accord? Il faut comparer ce qui est comparable, d'accord? Toi, si tu as un site e-commerce, clairement, tu ne joues pas dans la même cour que les grands, d'accord? ManoMano, Rakuten et compagnie, déjà, ils ont des équipes de search dédiées, ok? Quand je te dis s'ils ont des équipes de SEO dédiées, c'est pas il y a un ou deux SEO qui va boire un café là. Non. Il y a une dizaine de SEO minimum segmentés par pôle, département, d'accord. La partie technique, la partie contenu, la partie maillage, la partie on-site, off-site, d'accord. Ne serait-ce que sans parler de site e-commerce sur les sites de portail à contenu où ils ont des problématiques un petit peu similaires comme au féminin ou compagnie. Tu vas voir sur la partie rien que maillage interne pour développer des databases de maillage interne automatique. Enfin bref, c'est vraiment une autre approche chez l'annonceur. Ok. Et il y a bien sûr le nerf de la guerre, le budget. Le budget, c'est des budgets vertigineux. C'est pas du tout les mêmes, les mêmes budgets. Donc forcément, c'est du bon sens. Tu ne peux pas permettre déjà de faire la même chose. Au niveau de l'autorité du domaine, c'est pareil. Ces domaines-là, ces plateformes-là, ces marketplaces-là peuvent se permettre beaucoup plus d'écart que le site e-commerce lambda, dans la mesure du raisonnable bien sûr. Après, personne n'a l'abri. Il n'y a qu'à voir, c'était Pinterest, je crois, par le passé, quand il a sorti son répertoire Discover, même si ça a été la fête du slip à ce niveau-là. Il a fait quand même n'importe quoi et quand même Google lui a tapé sur les doigts. Il a dit oh, on se calme. Voilà, il a dû rectifier à ce niveau-là. D'accord? Mais ils peuvent se permettre. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'ajout de contenu pour réaliser une stratégie ne faisait pas forcément plus performer les pages. Donc ça, c'est une ineptie, d'accord? Ne t'amuse pas, mais ça, c'est du bon sens, c'est un post-it que tu dois te mettre. En termes SEO, ne t'amuse pas à créer une page s'il n'y a pas de contenu. Le minimum syndical en termes de contenu pour une page, et peu importe ça soit une fiche produit, un résultat de recherche, on s'en fout, c'est 300 mots minimum. 300 mots minimum, c'est le nombre de mots sur lequel la page est réactive pour un moteur de recherche, d'accord? Et ça, on est en 2023, ça date depuis le début, d'accord? Ça, c'est du b.a.-ba. Le seul cas de figure qui peut échapper à cette règle, c'est sur des intentions de recherche particulières, comme les outils. Conversion salaire brut en net, calcul pourcentage, ce genre de choses, où l'intention, la réponse attendue est un outil. Tu peux avoir des fois des vidéos sur des réponses courtes, voilà.
Mais globalement, 300 mots. Bah, sinon, si tu fais ça, tu te prends un panda, tout simplement. Ok. Donc, au vu de l'énorme volume de mots-clés, nanana, je me pose la question de savoir si les mots-clés à faible requête, il est indispensable de faire un minimum de contenu. Bah oui, c'est ce que je réponds. Si oui, pensez-vous que l'IA de type OpenAI pourrait faire le travail, Bon, bref, ça, je vais répondre après, d'un point de vue strict dans la SEO. Deuxième mail, entendu, voici le process. Donc, je vais demander de me expliquer plus en détail. Voici le process que j'ai commandé, Donc là, c'est intéressant. Donc, on va accélérer là-dessus pour pas que la vidéo dure 10 plombs. Mais dans la stratégie sur indexing pure, on conseille d'aller même jusqu'à 50 recherches mensuelles par mois, exemple de Romain Langlais. Donc, il y a Romain Langlais qui a publié un article de blog ici, stratégie de search indexing pour SEO adaptatif. Donc, je te laisserai prendre connaissance de cet article, qui est ma foi très intéressant. Il y a notamment ici, il y a l'aspect visuel qui est intéressant. Ici, tu vois, en gros, ce que tu vois déjà en un coup d'œil, c'est que la stratégie de search indexing est directement corrélée à l'arborescence ici. Tu vois, tu as la homepage ici, les catégories, le silo, fiche produit, etc. Et le search indexing qui va mailler les catégories. Mais le problème, c'est qu'ici, en fait, le search indexing, pourquoi je fais cette vidéo, et c'est ce que j'ai expliqué à mon client, en fait, c'est la fausse bonne idée. Là, en grosso modo, ce qui est dit dans cet article, c'est que le search indexing, c'est super bien pour le SEO, c'est top, etc., etc. Alors, oui, mais il faut préciser le contexte. Oui, effectivement, on avait échangé brièvement d'ailleurs sur Twitter, où en gros, il disait le search indexing, c'était une des meilleures stratégies pour un site e-commerce, qui a plus de 100 000 visites par mois, je crois, un truc comme ça, pour capter le trafic. Alors oui, mais, sous certaines conditions. Et c'est ça le danger, en fait. C'est qu'en fait, le search indexing, c'est une technique très intéressante, très puissante, mais pour que ça soit intéressant, et non dangereux, il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça obéisse à des conditions, il ne faut pas que ça soit déployé comme ça. Si tu fais n'importe comment, si tu déploies une stratégie de search indexing sans savoir ce que tu fais, tu te dis « Ah, il y a ces discounts, Mano et compagnie qui le font, je vais essayer. » Alors là, 9 fois sur 10, c'est le meilleur moyen de te prendre un panda. Parce que tu vas générer des dizaines de pages de mauvaise qualité, d'accord, sans contenu. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens, c'est contre-intuitif, c'est contre-productif, clairement. Donc ça, je ne te conseille pas du tout. Le seul cas, effectivement, où ça peut être intéressant, c'est si tu as un site e-commerce qui est bien en place, ok, mais, honnêtement, tu joues avec le feu parce que déjà, il faut que ça soit un process qui est maîtrisé. Si tu es un pure player, donc si tu es un e-commerçant, même si tu as une équipe en interne de rédacteurs, de ce que tu veux, tu as intérêt à minima d'être entouré d'un SO expérimenté. Quand je dis SO expérimenté, c'est pas un SO junior qui a un an d'expérience. Non. Moi, je te conseille d'avoir minimum 5 ans d'expérience. Et quand je dis 5 ans d'expérience, c'est déjà dans le e-commerce, ok. Et c'est surtout qui a eu des expériences dans l'échec, dans les pénalités. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, enfin, je suis même pas désolé. Pour moi, c'est ma vision et je l'ai expérimenté et j'en ai chaque fois eu la preuve. C'est pas dans la réussite que tu apprends, d'accord. C'est pas quand tu es premier sur je sais pas quel mot-clé que tu apprends. Non. Là où tu apprends le plus, c'est dans l'échec. Donc, pour moi, un SO qui a l'expérience, c'est un SO qui s'est pris des pénalités. Tant qu'à faire un maximum de pénalités, d'accord. Qui a échoué dans plein de choses. Parce que c'est comme ça que tu vas connaître les limites, ok. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir adapter les curseurs. Donc moi, je te garantis que par expérience, le search indexing, c'est très casse-gueule. Voilà, ok. Donc tu peux te permettre, si tu as un gros site e-commerce, que tu sais ce que tu fais, que tu es entouré d'une équipe SO expérimentée, d'accord, ou qui va t'accompagner. Ce qui est très important, qui va t'accompagner durant le processus de déploiement et surtout de maintien, d'accord. Si tu dis, ok, attends, on va faire ça, on va poser ça sur la table, on va réfléchir tranquillement, de manière intelligente. Alors attends, quel mot-clé serait intéressant à déployer? Tac, on va déployer un process manuellement, ok. Donc on va cibler dans un premier temps, tac. Ok, alors on va peut-être se dire, attends, on va peut-être pas tout déployer d'un coup, on va peut-être commencer à en déployer 200 par mois. Quelle est la volumétrie globale de mon site? Par exemple, si ton site e-commerce, il a, j'en sais rien, admettons 50 000 pages. Il est évident que si tu déploies des dizaines de milliers de pages de search indexing, d'accord. Donc le search indexing, en gros, c'est vrai que j'ai pas précisé, désolé, ce que c'est. C'est vrai que je présuppose que tu sais ce que c'est le search indexing. Donc tu regardes la définition. En gros, c'est comme son indique, c'est indexer des pages de résultats de recherche. En gros, tu indexes tes propres pages de résultats de recherche en interne sur ton site. Ok. Donc si tu indexes des dizaines de milliers de pages que tu déploies là-dessus et que ton site à la base il avait 50 000 pages, ça va automatiquement déséquilibrer ton site. Et je te garantis que pour l'avoir testé par le passé, sans même parler de site e-commerce à l'époque, sur un simple site bête de contenu, un site vitrine, j'avais fait des tests, c'est ce que j'explique dans le niveau 2 d'ailleurs sur le PageRank thématique de l'académie, où en fait, il faut voir que ton site, Google fait une cartographie de ton site, d'accord. Là, admettons, ton site, il va parler de, j'en sais rien, de pompe à vélo. C'est l'exemple qui me vient, j'en ai parlé dans l'académie de pompe à vélo. Admettons que tu as 50 000 pages sur la pompe à vélo. Et sur ces 50 000 pages, tu as 10 000 pages d'articles de
blog, admettons, j'en sais rien, 20 000 catégories et 30 000 fiches produits, n'importe quoi. Bon, ça fait plus de 50 000, ça fait 60. Bon, bref, on s'en fout. Tu vois l'exemple, ok? 60 000. Google, il a cartographié ça et ton site, il est à peu près stable, il a un ranking qui est pas dégueu, c'est correct, ok. Du jour au lendemain, pouf, tu décides de multiplier ta volumétrie totale de pages qui est de 60 000 va être multipliée par 4 ou 5. Donc déjà, c'est tout sauf naturel. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer déjà? Ton site va rentrer en anomalie statistique. Et ça, c'est inévitable, mais c'est du bon sens, d'accord? Google, quand il va crawler ton site, il va voir qu'il y a un changement important. Il va dire, hop, 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 attends. Le site, là, il rentre en période d'observation. Faut que j'analyse ça de plus près, là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok? Il va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, Google, faut pas se leurrer, enfin, c'est le cas de le dire, Google, c'est un bot qui est quand même facile à leurrer, même en 2023, quoi qu'en disent les pseudo-experts, d'accord? C'est facile à leurrer, c'est pas... Donc, tu arriveras certainement à avoir des très bons résultats sur le court terme, pendant 2-3 mois, quelques mois à voir. Mais, tôt ou tard, le bâton va frapper. Le retour de bâton, ça, il est inévitable, c'est clair, parce que Google, effectivement, il est faillible, c'est un algorithme, ok? Il est manipulable, facilement manipulable, mais il n'est pas stupide non plus, d'accord? Quand tu as des manipulations grossières comme ça, massives, à un moment donné, c'est évident. Pour l'avoir testé, c'est évident. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Si par contre, ta volumétrie de page totale est de 60 000 et que tu dis, bon allez, je vais essayer de m'amuser un peu, je vais voir ce qu'il est possible de faire, parce qu'effectivement, ce qui est très tentant, c'est que si tu cibles des mots-clés comme ça, tu as un taux de conversion qui est plus important que sur les fiches produits. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est le cas. C'est ce qui s'est passé pour mon ancien client. Donc c'est très tentant, tu te dis, attends, 60 000 pages, je vais essayer, allez, je vais cibler déjà un top 100. Un top 100, voir ce qui se passe. Ok, là dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais vas-y progressivement, d'accord? Pour moi, par exemple, sur une volumétrie de 60 000 pages, au-delà de 1000 pages, tu t'aventures en eau trouble. C'est très très casse-gueule, d'accord? Parce que tu vas déséquilibrer ton ratio de typologie de pages déjà, et tu vas générer des pages de faible qualité. Alors ces pages-là, ça se travaille. Tu peux faire en sorte, à la stratégie de bourrin où tu vas juste te contenter de générer des pages de résultats comme ça. Alors la stratégie vraiment de bourrin où tu vas mettre aucun contenu, donc là tu es en mode je m'auto-négative en gros. Mon SEO, je m'en bats les couilles, j'y vais comme ça, Inch'Allah baby. Ok, donc dans ce cas-là, il ne faudra pas pleurer après. Soit tu fais le minimum syndical, tu fais un petit contenu tranquille, tu peux faire appel maintenant à l'IA avec ChatGPT et compagnie. Ok, mais sinon, tu peux structurer ça de manière un petit peu plus intelligente. En fait, dans le SEO, tu as toujours un moyen de trouver, de te dire, de te poser, de réfléchir à un modèle de page qui te dise, ok, comment je peux faire en sorte de répondre intelligemment à l'utilisateur quand il tombe sur cette page-là, mais également sur Google, s'il y a un quality rater qui audite mon site, comment faire en sorte de rendre cette page légitime, d'accord, le plus possible. Donc ça, c'est possible. C'est possible, ok? Donc tout ça pour dire que le search indexing, c'est une technique très puissante, certes, qui marche bien, effectivement, pour des sites e-commerce déjà bien présents, bien implémentés, mais attention sur certaines conditions. C'est jouer avec le feu, clairement. C'est jouer avec le feu, faut savoir ce qu'on fait là où on va, d'accord? Pourquoi? Si tu as un site e-commerce qui vient juste de commencer, qui a des premiers résultats en SEO, moi je te conseille clairement pas, je te déconseille même très fortement de t'amuser à ça. C'est très très casse-gueule. Honnêtement, c'est quelque chose, cette technique-là, à utiliser une fois que tu es bien installé, tu sais ce que tu fais, que tu es entouré, d'accord? Que tu as la maturité nécessaire en SEO. Donc le search indexing, ne t'amuse surtout pas à utiliser ça au tout début et c'est ce que tu fais. Voilà, c'est ce que vraiment j'insiste là-dessus, d'accord? Donc ça c'est ce qui fait dans l'article de Romain Langlais, tac tac tac. Là il donne l'exemple, Rakuten, tac tac. Là tu vois, tu as quand même des P foireux, OFR, paf paf, voilà. Oui, parce que le danger également aussi de ça, c'est qu'en indexant des pages de résultats, tu vas ouvrir des grosses vulnérabilités potentielles, d'accord? Au niveau du hacking par exemple. Du hacking et de l'indexation de pages à spam aussi. Et ça, j'en parle en connaissance de cause parce que moi, je me suis amusé à faire du ninja linking moi-même en spammant justement, en profitant de ces failles justement, ce qu'on appelle par exemple des failles d'open redirect ou même des failles XSS, enfin bref. Mais même avec l'open redirect, avec ça, tu peux t'amuser, tu peux générer des pages de spam sur ce que tu veux, toutes les requêtes Tucci, le Viagra, le gambling, etc. pour, par exemple, parasiter les sites, faire la visibilité déportée, enfin bref, tu as tout un tas de choses sympatoches à ce niveau-là. Mais toi, à ce niveau-là, si tu fais ça, tu prends un gros risque. Déjà en termes de sécurité. Donc il y a de gros inconvénients. Tout ça pour dire que pour moi, le jeu en vaut clairement pas la chandelle. Il y a de bien meilleures choses à faire que le search indexing à ce niveau-là, d'accord? Pour moi, le search indexing, c'est la dernière technique à faire une fois que tu as tout fait. Tout tenté, tu as tout fait de ton côté au niveau du e-commerce. Tu as fait ce qu'il faut au niveau des articles de blog, au niveau du netlinking. Tu as été chercher le plus loin possible. Et là, c'est pour la dernière, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vas aller chercher, compenser avec ça, d'accord? Mais là, dans l'exemple de mon client, c'est un budget de 10K par mois qui est déjà un budget très confortable, d'accord, de 10 000 par mois. Il y a autre chose à faire de prioritaire à ce niveau-là, d'accord? Pour moi, ça, c'est fondamental. J'insiste là-dessus. Tu as consolidé
les positions acquises, déjà, d'accord? Faire du contenu sur les articles de blog, le maillage interne, les catégories, faire ce qu'il faut à ce niveau-là, d'accord? Ça sera bien plus périn sur le long terme. Ça, c'est le genre de technique qui est beaucoup casse-gueule. C'est comme si tu investis, je sais pas moi, dans les crypto-monnaies, par exemple, ou en bourse, sur des marchés, sur comment dire, des actifs qui sont plus ou moins volatiles, sur ben voilà, forcément, t'as des actifs sur lesquels tu vas miser qui sont plus volatiles, qui ont meilleur rendement, mais forcément, qui dit meilleur rendement, dit plus volatile. Ben là, c'est pareil. À un moment donné, c'est intéressant, mais voilà, faut savoir ce que tu fais et où tu vas, d'accord? Peut-on avoir un problème avec la création de pages de mots-clés sémantiquement proches? Ben oui, c'est le phénomène de cannibalisation des mots-clés, aucun intérêt, très faible volume, ok. Donc là, tu as un excellent article que je t'inviterai à lire ici, de OnCrawl, qui explique justement, qui pose très bien le cadre, en fait, le contexte de les problématiques liées au Search Index, qui est une technique justement intéressante, mais également très, qui est aussi casse-gueule que puissante, en fait, tout simplement, quoi, voilà. Donc là, il parle des problématiques de vulnérabilité, voilà, du spam, etc., les dangers, etc., le problème de génération de pages de faible qualité, pirater, voilà, etc., améliorer votre stratégie de recherche interne. Bon, enfin, ouais, je te laisserai parcourir, très très intéressant comme article. En gros, c'est très intéressant pour la captation potentielle de trafic, mais également très casse-gueule. Ok. Donc juste pour finir là-dessus, je vais te passer des exemples comme ça rapides. Si tu fais la commande site de points avec le site la wayfair.com, la marketplace, tu vois, tu regardes pour ces pages de résultats indexées, donc de search dexing là, de search dex, keyword.php, tu vois la page ici générée, ok, qui génère ses résultats, et ensuite c'est des variables, tu vois, c'est des pages générées automatiquement en automatique. Tu vois, tu as plus d'1 200 000 résultats. Le problème pour te donner la limite de ça et le danger, c'est que déjà c'est du contenu auto-généré, donc qui dit contenu auto-généré dit contenu très très casse-gueule à très faible valeur ajoutée. D'accord. Ça, Google est clairement de plus en plus sensible à ça. Il a fait quand même des gros progrès, même si bien sûr c'est faillible. Les techniques Black Hat à ce niveau-là, ça marche toujours, mais il y a quand même de gros progrès qui sont faits à ce niveau-là. Regarde, ici, si tu cliques là-dessus, tu arrives sur une page 404 normalement, je pense. À moins que ça ait changé. Ah non, ça a changé. Alors tu vois, alors ça c'est très marrant. Tu vois, regarde. Le problème de ça, c'est que c'est très casse-gueule. Regarde, ici, au moment où, quand j'ai cliqué tout à l'heure, j'avais ça. We're sorry, we can find. Donc en gros, c'était l'équivalent d'une page 404. Une page bidon. Mais ça, regarde, quel est l'intérêt de générer une page comme ça? D'un point de vue utilisateur, déjà frustration, et d'un point de vue Google. Donc la page, en termes d'optimisation sur le mot-clé Spanish, il n'y a que dalle, d'accord? Bidon. Maintenant, tu tombes ici. Tu vas ici, dans le cache ici. Hier, cette page ici, elle existait la fin de 6 janvier, voilà. Spanish. Donc tu as le mot-clé Spanish, tu as le résultat, et c'est tout. Ah si, tu as un petit contenu ici, d'accord. Donc là, c'est pertinent. Et là, maintenant, elle a changé, tu vois. Showing result for Spanish. Le problème de ça, c'est la stabilité. Enfin, je veux dire, tu dois le voir de toi-même. C'est pas stable. Autant si la page est restée, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, la ligne, pourquoi pas Spanish, t'as un petit pâté de contenu, pourquoi pas. Ça peut être pertinent, c'est pertinent pour l'utilisateur, pour Google, ça peut être pertinent, pourquoi pas. Si c'est bien fait, ça peut être pertinent. Mais ce genre de modèle de page-là n'est pas pertinent parce que n'est pas stable. Il faut que ça soit stable. Moi, à l'époque, quand j'avais accompagné, il y a des années, un client qui avait lancé un concept novateur, qui avait importé le concept qui était, je sais plus où d'ailleurs, en Hollande ou je sais pas quoi, dans un pays étranger. C'était le concept de vente live. Et ce qu'on avait fait d'un point de vue SEO pour augmenter son volume de pages intelligemment, et ça marchait très bien. On générait beaucoup de pages comme ça. On archivait donc le concept du vente live. En gros, c'était comme les ventes flash, c'est-à-dire que chaque jour, tu avais des ventes différentes. Donc forcément, en gros, tu avais plein de pages qui se généraient tous les jours. Tous les jours, je sais pas, il y avait peut-être, j'en sais rien, des centaines de pages, j'en sais rien, enfin bref. Et donc ce que j'avais fait, j'avais demandé aux développeurs d'archiver ces pages-là chaque fois pour que ça conserve... c'est le principe des codes promo, en fait, qu'ils archivent les pages-là, quoi, tu vois. Et ça marche très bien encore, d'ailleurs, pour le référencement. Ça permet d'avoir une volumétrie de pages, mais qui était pertinente quand même, enfin intelligente. Même si pour l'utilisateur, ça le frustrait, mais pour le référencement, ça permettait d'augmenter le nombre de pages et donc de trafic. Mais par contre, en archivant ça, ça permettait d'avoir des pages stables. Et si tu n'as pas des pages stables, ce qui est le cas ici, ce n'est pas bon. Automatiquement, ça va te générer un effet yo-yo. Et l'effet yo-yo, c'est pas bon. C'est pas bon déjà parce qu'au niveau du trafic, ça te fait un yo-yo, au niveau du ranking, et Google n'aime pas ça, d'accord? Donc ça, peut-être que Wayfair, vu que c'est une grosse marketplace, ils peuvent se permettre, pourquoi pas. Mais toi, je te déconseille dans tous les cas de faire ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une marketplace, un gros site ou n'importe quel site fait ça qu'il faut le faire, que ça marche bien. Et c'est pas parce que ça marche bien à l'instant T que ça va marcher dans 1 an, 2 ans, d'accord? Il faut bien penser à une stratégie de long terme, d'accord? Viabilité. Donc moi, je te déconseille de faire ça. Si c'est bien fait, pourquoi pas? Mais attention, il faut savoir ce que tu fais, ok? Parce que là, 1 200 000 résultats, pour moi, il y a autre chose à faire. Il vaut mieux générer 1 200 000 résultats de contenu, vraiment, d'accord? Par exemple, d'articles de blog, de catégories, etc. C'est plus pertinent sur le long terme. Mais forcément, c'est pas le même budget non plus. Ici, donc chemise femme, Ralph Lauren, Amazon, ou en anglais, avec résultat Amazon, on s'en fout. Ici, tu as Rakuten, chemise, donc femme, chemise, coton, Ralph Lauren, tu vois, le résultat ici.
plus, résultat. Donc on a le listing, tac tac. On a le nuage de mots-clés, le cloud, le keyword cloud. Truc, ok, paf paf. Donc ça c'est clairement pour le référencement, il n'y a aucun contenu là-dedans, d'accord. Ralph Lauren, les experts vous recommandent, paf, navigation par marque, etc. Bon, là on a le petit contenu, pourquoi pas ici, tu vois. Pourquoi pas, donc là ça va, tu vois, là il y a il y a du contenu là ici, tu vois. C'est fait pour le référencement parce qu'ils savent ce qu'ils font, et là tu as un petit bloc. Mais faut quand même toujours garder l'esprit que c'est quand même intéressant, mais c'est très casse-gueule, tu vas voir plus, là effectivement on a le bon truc. Là oui, parce que là finalement, bon là en plus on est sur les pages marques, donc ça c'est plus tellement, enfin c'est une page marque, search deck, c'est un peu mixé. Mais on retombe finalement sur une typologie de page catégorie. Donc si c'est bien fait à voir, c'est discount ici, tu as le maillage ici, le bloc, là, là le petit contenu, ok, le bloc et tout. Pourquoi pas, mais pareil, toujours attention. Ok, la redoute ici, chemise Ralph Lauren, pareil, search deck, le listing, et là tu vois, on a le bloc, mais on n'a pas de contenu, tu vois. On n'a pas de contenu, donc ça par contre, cette page-là, tu vois, elle pourrait très bien se faire éclater par Google à une prochaine mise à jour, tu vois. Et je dis pas qu'elle aurait cherché, mais il ne faudra pas qu'elle vienne pleurer, quoi. C'est logique, d'accord. Donc le minimum syndical, c'est toujours faire du contenu, minimum 300 mots de contenu, ok. Là, tu as le bloc ici. Et pourquoi pas si c'est fait. Mais attention, parce que là, en plus, l'exemple de mon client, donc je vais pas citer qui c'est, pour des raisons de confidentialité, mais c'est très particulier parce qu'on a fait un gros travail. En fait, c'est ça aussi, je veux finir cette vidéo là-dessus, c'est que c'est au cas par cas, tu peux pas généraliser. On a fait un énorme travail en on-site, on a fait développer plein de fonctionnalités sur on a développé des pages donc, de marque, on a développé des pages critères. Les pages de marque, déjà, on a capté un trafic monstrueux. Les pages critères, c'est pareil, on a capté un trafic monstrueux, donc ça a été déployé intelligemment, bien fait, mais il n'empêche que ça devient quand même limite, un petit peu border, on a quand même beaucoup augmenté la volumétrie de pages, mais de manière intelligente. Mais déjà, il y a une évolution. Ces dernières années, il y a un certain niveau d'agressivité, on va dire. Et il faut savoir maîtriser ce déploiement, cette agressivité. Parce qu'à vouloir trop tirer sur la corde, au bout d'un moment, ça finit par péter. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que par le passé, j'ai justement tiré pour voir les limites. Et si tu tires trop, ça finit par péter. À un moment donné, c'est ce qui s'est passé sur des niches que j'avais. Ça marchait. Bon, bah, tu essaies de toujours pousser plus loin. Et tu sens, au bout d'un moment, que tu dis, putain, c'est limite, ce que je fais là, c'est limite, c'est too much, quoi, tu vois. Et forcément, tôt ou tard, paf, ça finit par péter. Et le problème, c'est que des fois, à vouloir gagner plus, bah, tu finis par perdre beaucoup plus, d'accord. Et c'est là, moi, si j'ai un conseil à te donner, après chacun fait comme il veut, mais par expérience, il faut toujours essayer de trouver le meilleur compromis dans la balance bénéfice-risque, d'accord. Et des fois, même si c'est frustrant, tu te dis merde, je passe à côté de quelque chose, je voudrais, voilà. En tout cas, il vaut mieux prendre son temps et le faire progressivement, essayer de toujours... En fait, dans le référencement, c'est toujours maîtriser le risque, d'accord. C'est le facteur risque, la gestion du risque, voilà, ce que j'appelle la gestion du risque, et que des fois, bah, il faut mieux savoir en perdre un peu et consolider les acquis, qu'effectivement, tu peux... Alors, c'est un choix personnel, tu peux effectivement vouloir gagner beaucoup plus, tu peux capter beaucoup plus, mais par contre à l'arrivée, il ne faut pas s'étonner qu'après, par exemple, quelques mois après, tu peux te casser la gueule aussi. Et là ça peut te coûter bien plus cher. Donc c'est le choix de chacun. Honnêtement, par expérience, je décide d'être plus raisonnable à ce niveau-là, plus mesuré en tout cas, c'est vraiment le terme, plus mesuré dans mes actions. Après, c'est un choix de chacun, je finirai là-dessus. Toi, dis-moi en commentaire si tu as des exemples sur des sites e-commerce de search listing que tu as mis en place, que tu as expérimenté, si tu as eu des bons résultats, surtout sur le long terme. C'est ça qui m'intéresse. Quand je dis le long terme, c'est sur au moins 2-3 ans de viabilité. Voilà, pas quelques mois, 2-3 ans, voir tes retours d'expérience. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire juste en dessous pour me dire ce que tu en penses, si tu as des questions sur lequel je peux répondre et tout simplement faire un partage d'expérience, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, like cette vidéo, ça donne de la force, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube, suis-moi sur mon canal Telegram pour être informé, justement, avoir tout simplement profiter des bons plans, avoir des partages justement de conseils, de tips où je vais plus en profondeur. Tout simplement, le canal Telegram, c'est à l'heure actuelle là où je suis le plus présent, où je partage le plus, tout simplement. Voilà. Tu peux également t'inscrire à la newsletter, au mailing en passant via mon site seoformaker.com. Et si tu souhaites justement aller plus loin et profiter d'un programme étape par étape pour dominer Google et tes concurrents et surtout apprendre à créer des sites rentables, tout simplement, je t'invite à rejoindre l'Académie. C'est à l'heure actuelle le programme francophone de formation SEO le plus complet. Ok, tu as 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Ici, je te laisse prendre connaissance de la page de présentation où il y a tout qui est expliqué. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. D'accord. Je sais que ça peut arriver que malheureusement par le passé, tu te sois fait arnaquer par des vendeurs de rêves. Auquel cas, je te propose de jouer le jeu
en te proposant une garantie à vie 100% satisfait ou coaché. C'est-à-dire concrètement, à la fin de la formation, si tu n'es toujours pas satisfait ou convaincu, moi tout simplement, je m'engage à t'offrir un coaching gratuit. D'accord? Comment bénéficier? Tout simplement, tu me contactes, tu n'as aucun justificatif qui est nécessaire et je joue le jeu à ce niveau-là. Tu peux prendre connaissance également des derniers vrais avis, je précise, vrais avis clients ici. Ça, c'est les derniers avis clients laissés sur l'académie. Également, une des nombreuses personnes à avoir commandé justement la dernière formation en date sur le Rank and Rent SEO, ou justement le Rank and Rent SEO, j'ai fait également une vidéo là-dessus, qui est un business model qui marche bien et qui revient également à la mode, vu que la Commission européenne est en train de légiférer sur l'abus de position dominante de Google, et auquel cas, toi en tant qu'éditeur de site, ça va vraiment être très intéressant. Tu vas voir le retour, c'est connu dans les années 2010, avant les mises à jour Venice de JMB et Google My Business, où tu auras une captation de trafic beaucoup plus importante pour le même effort et donc une stratégie plus efficiente et des marges plus intéressantes. Voilà, ok? Et moi je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!